écoutez le balado Territoire en mouvement. Durant les 10 prochains épisodes, vous allez entendre des entrepreneurs parler de leur expérience, des experts aborder divers sujets et des acteurs du milieu parler du développement de notre MRC. Ce balado a été créé par la SADC Maria-Chapdelaine. Nous avons pour but de vous offrir un espace de discussion et d'information pour l'ensemble de notre belle communauté. À travers les épisodes, on veut vous offrir un espace de discussion afin d'informer la collectivité, mais également ses citoyens. Bonne écoute! Bienvenue sur le balado Territoire en mouvement. Mon nom est Ève Gagnon-Bouchard et aujourd'hui, on parle d'un sujet très actuel dans notre MRC, surtout dans l'ère où les projets écologiques et durables sont très présents. Donc, les communautés nourricières, c'est un projet qui a été initié par Normandin et Dolbeau-Mistassini. Et aujourd'hui, on reçoit Michael Scatolin, le chargé de projet. C'est ça, t'es chargé de projet? C'est ça qui était chargé de projet? Oui, on peut dire que je suis chargé de projet. Okay. Dans le fond, mon titre officiel, c'est conseiller en système alimentaire durable, mais c'est très pompeux, je trouve. OK. Ouais, c'est un peu trop complexe. Ouais, OK, ouais, on va y aller général. Donc, le chargé de projet, c'est un sujet vraiment très intéressant qui a captivé mon attention tout de suite quand je suis entrée en poste à la SADC. On m'en a parlé. Puis quand on s'est rencontrés, puis que j'ai lu les documents, j'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit pourquoi pas en faire part là, aux citoyens puis à la collectivité pour justement informer les gens parce que je pense que oui, c'est une démarche de municipalité, mais ça doit se faire par les citoyens. Donc, pour commencer, je vais te laisser te présenter. Je pense que tu viens pas d'ici, si je me trompe pas, hein? Non, en effet. Je suis un nouvel arrivant au lac. Ça fait à peu près 1 an et demi là, que je suis ici. Avant ça, j'étais à Québec. Puis, ça fait à peu près une dizaine d'années là, que je m'implique en agriculture urbaine, en alimentation durable. J'ai fait une maîtrise en anthropologie où j'ai eu l'occasion de travailler sur le diagnostic du système alimentaire de la ville de Québec. J'ai fait une autre maîtrise ensuite de ça en agroforesterie. Vraiment plus développer des pratiques agricoles durables. Et c'est ça. Ça fait une dizaine d'années là, que je m'implique un peu partout à Québec, à Montréal. Je suis encore administrateur du laboratoire d'agriculture urbaine à Montréal. Quand même. Puis donc, c'est ça. Ça fait 1 an et demi que je suis ici, principalement pour accompagner les démarches de communauté nourricière là, dans Maria-Chapdelaine. Voilà. Je suis bien content d'être ici. Merci d'avoir accepté de venir pour le premier épisode, surtout. Hein? Merci de l'invitation. C'est très apprécié. Donc, je pense que pour commencer, parce qu'une communauté nourricière, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. Fait que je pense que ça serait intéressant que tu nous expliques un peu qu'est-ce que ça mange en hiver, une communauté nourricière. Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est un concept qui peut être un peu abstrait puis un petit peu théorique. Là, donc, je vais essayer de rendre ça un peu plus clair puis un petit peu plus simple. Mais en fait, une communauté nourricière, ça répond simplement à des préoccupations qu'on a par rapport à la manière dont on produit puis la manière dont on consomme de la nourriture. On est dans ce qu'on pourrait appeler un système alimentaire mondialisé. Je pense que depuis la pandémie, les gens s'en rendent compte que des tomates qui viennent du Pérou, c'est pas rare. Les aliments font beaucoup de kilomètres et souvent, c'est des gros industriels qui gèrent le marché, qui prennent les décisions. Donc, la communauté nourricière, ce qu'elle vise à faire, en fait, c'est à redonner un petit peu de pouvoir d'agir aux collectivités locales. Moi, personnellement, j'ai aucune influence ou aucun pouvoir sur les grands distributeurs ou sur le gouvernement provincial ou fédéral. C'est sûr et certain. Mais par contre, ce qu'on peut faire, nous, en tant que collectivité, en tant que communauté locale, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut ancrer l'alimentation dans le territoire. Dans le fond, si je comprends bien, tu as parlé de tomates, fait que c'est un peu si on se dit que les tomates, au lieu de venir du Pérou, ils pourraient venir d'une ferme de Normandin ou de Girardville ou d'une ferme vraiment locale, puis c'est un peu ça, la communauté nourricière, c'est d'utiliser nos produits qu'on a proches au lieu d'aller les chercher loin quand on les a déjà ici. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. En fait, grosso modo, une communauté nourricière, c'est comme un milieu de vie qui se rassemble autour d'une vision commune de l'alimentation. Donc, on vise à développer plus d'autonomie alimentaire sur le territoire, donc s'assurer que ce qui est produit ici, ça reste le plus possible ici. Puis on vise aussi à augmenter la sécurité alimentaire. Donc, c'est bien beau de produire des choses ici, il faut encore que ces produits-là soient accessibles autant géographiquement que économiquement. Donc, on vise un peu à développer ces deux aspects-là là, dans une communauté nourricière. Ouais. C'est vraiment très intéressant. Puis je pense aussi que Normandin a eu une analyse au niveau de la santé, des répercussions que ça avait de la santé. Est-ce que, je ne sais même pas si tu as la réponse à la question, mais je la pose parce que je trouve ça intéressant.
si, par exemple, on reprend la même fameuse tomate, on va la chercher ailleurs, est-ce que le produit est moins de qualité vu qu'il y a beaucoup de transport? Est-ce que le fait de prendre la tomate ici, localement, c'est vrai que ça a des enjeux sur la santé et sur la qualité du produit? Ou c'est un mythe? Ouais, c'est une bonne question. Écoute, tu sais, il y a plusieurs études qui se sont penchées sur la qualité nutritionnelle des aliments. Les aliments qui sont produits pour des circuits longs, comme ça, en général, ont une qualité nutritionnelle un petit peu moins bonne. Principalement parce que, bon, il y a beaucoup de transport, il y a beaucoup de transformation aussi, de conditionnement autour des fruits et légumes frais, notamment. Mais tu sais, ça va au-delà de la qualité de l'aliment, je crois. Ça va aussi, par exemple, au niveau de supporter les entreprises locales, supporter nos producteurs locaux. Ça va aussi au niveau de, un produit frais va nécessairement être de meilleure qualité d'un point de vue nutritionnel. Vraiment? Mais c'est aussi l'importance de... Bon, tu mentionnais l'étude d'impact sur la santé de la santé publique qui a été faite en parallèle de la démarche de Normandin. Ce qui ressort de ça, c'est que, évidemment, quand on développe de l'agriculture urbaine, quand on développe des occasions de se rencontrer, on a une meilleure santé mentale, on a une plus grande mixité sociale aussi, on se tient plus en forme parce que quand on cultive un jardin, on se met un peu en forme. Donc, il y a tous ces aspects sociaux-là qui sont très importants aussi. Là. C'est une harmonisation de la collectivité, dans le fond, si on peut dire ça comme ça. C'est de créer un milieu de vie qui est propice. Oui, c'est ça. Créer un milieu de vie qui est dynamique, un milieu de vie qui est plus équitable aussi. Beaucoup de collaboration dans ces projets-là. Oui, c'est pas mal le cœur de mon travail. Oui, c'est essentiel, je pense. Hein? Oui, tout à fait. Merveilleux. Donc, on a parlé de Normandin, on a parlé d'Olbeau-Mistassini, puis je sais que Girardville aussi qui est entré dans le projet. Ça fait combien de temps que les projets sont lancés? Ça consiste en quoi? Fait que parle-nous un peu plus vraiment de l'application là, des projets là, qui sont établis dans les municipalités. Oui. Alors, les deux démarches là, ont commencé en 2021. Donc, de manière générale, une communauté nourricière, ça passe d'abord par un portrait diagnostique. Donc, on établit un peu c'est quoi les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces du système alimentaire local, voir un peu avec qu'est-ce qu'on a ici qui pourrait être amélioré ou qu'est-ce qu'on a besoin de changer. Une fois que ça c'est fait, on fait une consultation, puis on détermine une vision commune. Puis de cette vision commune-là découlent des plans d'action, finalement. Donc, à travers ces plans d'action-là, on a différents objectifs, on a différentes initiatives qui sont menées. Donc là, présentement, moi, comme je te disais, là, j'ai été engagé en 2023. 2024 est la première année complète là, de communauté nourricière. Donc, les plans d'action sont sur une période de 4 ans, normalement. Donc, dans le temps, on serait comme au quart de la communauté nourricière. Si on veut. Quand même, fait que c'est peu. Mais... Moi, je pensais que c'était quand même plus vieux que ça, on va dire. Oui, non, c'est ça. Ça fait pas longtemps qu'on commence à mener des actions concrètes là, sur le terrain, je dirais. Là. Mais par contre, c'est ça, au niveau des actions, on est plus qu'aux cartes. Parce qu'évidemment, on se rencontre avec les différents comités de suivi de Dolbeau, de Normandin. On regarde un peu les opportunités. Puis moi, une partie de mon travail, c'est de m'assurer qu'il n'y ait pas de dédoublement, par exemple. T'sais. Là, il y a une initiative à Dolbeau qui pourrait être appliquée à Normandin. Pourquoi est-ce qu'on ne la ferait pas aussi? Ça va être plus simple en tout cas, ça va être plus simple pour moi ça. Oui, de coordonner. On vient un peu à l'entraîne, encore une fois. Je ne suis pas parce qu'une municipalité le fait qu'il ne faut pas s'aider entre municipalités. Puis je pense que c'est le cœur des projets comme ça pour que ça fonctionne dans la MRC au complet. Oui, c'est ça, exactement. Donc, là, Girardville, présentement, est rendu à l'étape de sa vision. En tout cas, on a fait une consultation le mois dernier. On a déterminé la vision commune. Donc c'est ça. Là, on s'attaque au plan d'action. Au plan d'action. Ah, c'est vraiment très intéressant. Tantôt, tu parlais, là, on va me reprendre si ce n'est pas le bon terme, d'agriculture urbaine. Puis, même si je suis dans le domaine, c'est quelque chose de totalement nouveau pour moi. Puis, il a fallu que j'aille chercher sur Internet pour savoir qu'est-ce que c'était de l'agriculture urbaine, puis ça mangeait quoi aussi en hiver. Donc, c'est quoi? Ça s'applique comment, de l'agriculture urbaine? Parce que j'ai vu qu'il y a vraiment des procédés pour que ça fonctionne et que ce n'était pas nécessairement cultivé dans des champs. Fait que c'est un peu ça, c'est de l'adapter... Oui, c'est d'adapter l'agriculture à un milieu urbain. Donc... ça le dit pas mal dans le mot. C'est comme le nom l'indique, oui, c'est de l'agriculture en ville, principalement. Ça peut passer par
plein de formes, puis plein de manières différentes. Là. Ça peut être aussi bien des jardins communautaires et collectifs, ça peut être aussi des fermes verticales intérieures et hydroponiques, ça peut être de l'aquaculture, ça peut être, je sais pas moi, cultiver un plant de tomates sur son balcon quand on est dans un appartement, c'est de l'agriculture urbaine aussi. Là. L'agriculture urbaine, c'est vraiment dès le moment où on produit quelque chose en ville, c'est comme ça quelque chose qui se mange, là, on s'entend. Oui. On peut rentrer ça dans le grand terme général de l'agriculture urbaine. OK, fait que quelqu'un qui dirait, ben moi, je veux donc m'impliquer, je veux donc faire quelque chose, ben où je suis en appartement, je peux pas, où je suis limité, ben peut le faire simplement en cultivant un plan X, Y, Z. Oui, tout à fait. Ça peut être, souvent, les gens ont peur de s'impliquer dans des jardins communautaires parce que je ne sais pas comment faire ou, j'ai peur de noyer mon plant de tomates ou, au contraire, de ne pas assez l'arroser, ou etc. Mais ça peut commencer à faire des tests chez soi, puis après ça, aller dans un jardin communautaire, puis rencontrer d'autres jardiniers qu'eux autres, ça fait 25 ans qu'ils cultivent, puis ils vont pouvoir t'en donner des conseils. Parce que les jardins communautaires, je sais qu'il y en a un à Dolbeau-Mistassini, proche justement du Hall des Bleuets. Ouais. Puis ça, je ne sais pas si tu as l'information, mais si, par exemple, moi, je veux aller dans ce jardin communautaire-là, puis je veux m'impliquer, est-ce que c'est... Faut que tu t'inscrives ou est-ce que c'est vraiment, bon, j'arrive là, je prends un petit coin de terre puis je plante mes petites graines dedans? Fait que c'est il faut s'inscrire, en fait, à l'organisme qui est le Jardin de la Trappe, qui est situé en arrière du CLSC. Puis, dans le fond, ton inscription te donne droit à une parcelle qui est délimitée. Là. C'est quand même des grandes parcelles, là. Donc, puis je pense que c'est vraiment pas si cher que ça. De mémoire, là, je me souviens plus exactement du tarif, mais il me semble que ça tourne aux alentours de 25 $ pour une parcelle. Donc, pour l'année, là, tu t'en produis normalement plus que ça, même si t'es pas bon. Là. Ouais, non. La terre fait quand même son travail par elle-même. Tu produis pour plus que 25 $ de légumes avec ta parcelle. Là. Ça, oui, j'imagine. Ça demande juste un petit peu d'assiduité parce que, bon, évidemment, il y a un peu d'entretien à faire, il y a de l'arrosage, etc. Mais au final, t'en sors avec beaucoup plus que ce que t'as payé. Là. Ah, vraiment? C'est vraiment cool. Quand tu es arrivé, tantôt, tu me disais que ce matin, tu étais arrivé plus tôt pour remplir le frigidaire communautaire à Normandin, mais finalement, tu n'étais pas à la bonne journée. Mais là, le frigidaire communautaire à Normandin, ça, c'est quand même assez récent. Puis là, tu me disais que tu voulais faire la commande, donc ça marche comment? Pourquoi que, justement, quelle commande que tu me parlais? Donc, en fait, le frigo communautaire, ça a été la première action qu'on a menée à Normandin. Il y avait une opportunité là, de la réaliser dès l'été passé. Avec un comité de citoyens qui était mobilisé. On avait un endroit. Tout ce qui restait, finalement, c'était à trouver un frigo. Donc, pas tant difficile que ça. C'est ça, c'est quand même assez facile. Puis on avait le budget aussi pour trouver le frigo. Donc, ça a bien fait. Le frigo a été trouvé. Le frigo a été trouvé, je te le confirme. Puis donc, c'est ça, de la manière dont le frigo marche. Il y en a un qui commence là, à Dolbeau, d'ailleurs. Là. Il va bientôt aussi y en avoir un à Mistassini, mais je ne peux pas encore en dire trop. OK, c'est encore un secret. Ouais, mais lui, à Dolbeau, c'est en vigueur. Ça a été publicisé récemment, là. Oui, c'est ça exactement. Je pense que le lancement aura lieu officiel là, le 18 décembre. Il est déjà accessible, oui, hein? C'est ça, il est déjà accessible. OK. Donc, la manière dont ça marche, là, c'est qu'on invite les commerçants puis les citoyens et citoyennes à venir déposer du stock dans le frigo pour ceux qui en ont besoin, évidemment. Le frigo, ça répond un peu à deux objectifs. Là. D'une part, une réduction du gaspillage alimentaire. Oui. C'est sûr. Puis d'une autre part, augmenter la sécurité alimentaire. OK. Puis là, tu disais les commerçants, les personnes, mais est-ce que les épiceries contribuent à ça aussi? Parce qu'il y a beaucoup de gaspillage dans les épiceries, c'est connu de tous. Donc, est-ce que les épiceries vont se dire, bon, cette semaine, j'ai tant ou tel produit de plus, donc je vais aller les porter? Les épiceries peuvent le faire, mais légalement, depuis quelques années, il y a un programme de récupération qui les oblige à donner leur surplus, notamment à Moisson. OK. Donc, c'est Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'occupe de récupérer tous ces invendus-là, tous ces produits qui seraient perdus autrement. Puis, Moisson nous fait des distributions. OK, c'est un peu comme le réseau qui distribue vraiment. Oui, c'est ça. C'est Moisson qui s'occupe de toute la logistique parce qu'évidemment, il faut entreposer la nourriture que toutes ces épiceries ont en trop finalement. Là, fait qu'il faut l'entreposer, il faut l'acheminer aussi aux différents endroits. Là. Ils gèrent la région au complet, puis le réseau des moissons, c'est provincial. Donc, OK, c'est pas juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est non, provincial. Il y a des moissons Québec, il y a des moissons Mauricie, des moissons Estrie. OK, mais par exemple, celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean gère juste le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui,
traverses pas le exactement. parc pour aller à Québec. Non, mais des fois, il peut y avoir des gros surplus. Par exemple, tu sais, je pense que c'est l'année passée, la congélerie Héritier ici à Normandin a produit comme des milliers de livres de trop de gourgane. Fait que ça a été acheminé dans les autres régions du Québec parce que... Il y en avait trop pour ici de toute façon. Ouais, c'est ça. Hein, je veux dire, on n'aurait jamais été capable à gang de manger 20 000 livres de gourgane. On serait devenu une gourgane littéralement, je pense. C'est ça. C'est très bon, mais à un moment donné, on peut pas absorber tout ça. Là. La soupe à gourgane, ça suffit à m'amener. On aime bien ça, grand-maman. Mais... c'est ça. Fait que, donc, c'est ça. Il y a une collaboration là, entre les différents moissons Saguenay et moissons d'ailleurs. Ah, très intéressant, vraiment. Donc, on remplit le frigo. Il y a quelqu'un qui est dans le comité qui s'occupe de remplir le frigo. Le comité s'occupe aussi de l'entretien du frigo, là, s'assurer qu'il n'y ait pas de produits trop périmés, qu'il y ait un nettoyage. Un nettoyage qui se fait, puis des choses qui sont vraiment plus bonnes qui soient achetées. Là. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous dire les lieux qui sont à Normandin et à Dolbeau? Oui, tout à fait. Celui à Normandin est situé dans l'entrée du centre commercial. Donc, à côté du BMR, là, pour ceux qui voient où ce que c'est. Où est-ce qu'on se situe? Oui, c'est ça. C'est l'entrée qui est juste là, l'entrée pour le salon de quai, finalement. Là, entre les deux portes, il y a le frigo qui est là, puis l'étagère qui est là aussi. Donc, ça permet au frigo là, de rouler à l'année, en fait. Totalement. Puis le frigo de Dolbeau, il est situé chez Coder, donc dans la friperie là, sur le boulevard Wahlberg. OK. Donc, oui, tu l'as bien dit. Oui, je l'ai bien dit, excellent. Donc c'est ça, le frigo est là, il est accessible pendant les heures d'ouverture de Coder. OK, merveilleux. Puis, celui-là, Normandin, vu que comme il est dans l'entrepôt, fait que j'imagine qu'il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou ça va un peu avec... Il est pas accessible 24 heures sur 24, mais pas loin. Pas loin, parce que, les heures d'ouverture doivent être larges quand même. Les heures d'ouverture sont très larges, puis avec la salle de quai, on peut y aller le soir. La fin de semaine, c'est ouvert aussi, donc là, j'ai pas les heures par cœur, mais c'est quand même, il y a quand même une grande plage de disponibilité. Oui, c'est là. ça. Ben, je pense que d'aller voir les heures du centre commercial, ça peut peut-être être pertinent. C'est vraiment intéressant comme projet de justement pouvoir aussi contribuer à la sécurité alimentaire. C'est présent dans notre MRC. On a une certaine population défavorisée. C'est présent. Fait que de pouvoir voir qu'il y a des actions concrètes qui sont posées pour justement notre collectivité, ben, c'est intéressant. Puis que monsieur, madame, tout le monde peut contribuer parce que quelqu'un qui fait un jardin chez soi et qui a, par exemple, entre autres carottes ou entre autres salades pourrait aller l'emporter aussi au frigidaire. Tout à fait. OK. Puis des denrées non périssables, par exemple, que quelqu'un voudrait faire un don un peu comme ce qui est récolté. Est-ce que le frigidaire, parce qu'on parle vraiment d'un frigidaire, donc, mais est-ce qu'il y a des petites tablettes, par exemple, à côté que les gens peuvent mettre d'autres choses? Oui, tout à fait. Il y a des tablettes à côté pour mettre des cannes, pour mettre du riz, des pâtes, tout ce qui est non périssable. Là, ça peut aller à côté. Il y a des étagères là, autour des deux frigos, en tout cas. Autour de pas mal de frigos. Proche des frigidaires. Oui, c'est ça, exactement. Ah, très intéressant. Ben, c'est sûr qu'on invite quand même les citoyens à contribuer à ce beau projet. Je pense que ça peut faire une grande différence pour une petite action comme ça. Tout à fait. Dans un projet comme ça, j'imagine qu'il doit quand même avoir des difficultés parce que là, on parle de chaque personne peut contribuer. Il y a plein de belles actions qui sont déjà faites, puis on en parlera davantage tout à l'heure, mais j'imagine qu'il doit avoir des difficultés. Il y a des choses qui freinent un peu ce genre de projet-là. Il y en a-tu des particulières... Par la nature même d'une communauté nourricière, il faut réunir pas mal tous les acteurs qui sont reliés au système alimentaire. OK. Donc, producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs, gestion des matières résiduelles. Puis à travers ça, évidemment, l'alimentation, ça touche un peu à tout. Là. Fait que on a des enjeux de santé, on a des enjeux au niveau économique, on a des enjeux au niveau environnementaux. Donc, il y a des représentants aussi de ces sphères-là qui sont invités à participer au comité. Donc, c'est sûr que de réunir toute cette belle gang de personnes-là autour d'une table, ils n'ont pas nécessairement tous les mêmes intérêts. Donc, il faut faire de la conciliation, il faut faire du consensus. C'est quelque chose qui est un peu difficile parfois. Sinon, mobiliser les gens aussi, pour que les gens puissent s'approprier le projet, pour qu'ils puissent comprendre. Je dis souvent, dans le terme communauté nourricière, le terme le plus important, c'est communauté, là, parce qu'il faut que monsieur, madame, tout le monde puisse s'approprier le projet, puisse s'impliquer pour que la communauté tienne. Moi, je suis là pour 3 ans. Oui, après le 3 ans, il faut s'arranger. Il faudrait que la communauté elle soit là, puis que ça vive, ça vive par elle-même. Là. Donc,
Donc, il y a cet aspect de mobilisation des gens qui est très important, mais qui est à la fois un peu compliqué. Là. Depuis la pandémie, C'est c'est difficile. dur d'aller chercher des gens, Ouais. puis d'organiser des ateliers, des conférences, puis d'avoir des gens qui sont présents. Là. Ouais, souvent, les gens veulent, mais osent pas. Tu sais, c'est des choses qui Mhm. sont tellement méconnues. Tu sais, on parlait tout à l'heure du jardin communautaire. Tu sais, je veux dire, même Mm. avant de te poser la question, je savais même pas comment ça fonctionnait. Puis ça m'intéresse dans ma vie personnelle de contribuer à ce genre de jardin-là. Fait que c'est des fois aussi, je pense que les gens manquent d'informations. Je sais que ça Ouais. existe, mais je sais même pas comment y accéder. Le parc des Grandes Rivières, le secteur vraiment de la maison du parc entre Dolbeau puis Mistassini, j'ai lu dans le projet qu'il y avait plein d'arbres avec plein de fruits, Mhm. mettons quand même Ouais. assez méconnus. Puis je savais même pas, je vais marcher là souvent, Ouais. qui justement, tu peux marcher puis C'est un verger récolter. collectif. Oui, Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ça, exactement. Mm. on le sait même pas, tu sais. Ouais. Ah ouais, et je pense que c'est pas pour rien que les deux plans d'action ont une emphase particulière sur l'éducation puis sur Oui, la vraiment. communication. Il faut que les gens connaissent ce qu'il y a sur leur territoire C'est pour ça, qu'ils puissent exactement. commencer à l'utiliser. Là. Fait que, Vraiment. ouais, tout à fait. Mm. Hmm. Donc, on a parlé du plan d'action tout à l'heure de Normandin, de Dolbeau-Mistassini. Je pense que ça fait là, à peu près, on dit 1 an en tout et partout que les plans d'action sont mis en vigueur. On a parlé des frigidaires, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres actions concrètes? Parce que, tu sais, les frigidaires, ça répond, c'est ça, à un besoin un peu de sécurité alimentaire, de gaspillage. Mais, tu sais, si on veut vraiment aller à la sphère de, OK, garde, l'agriculteur produit ça, ben ça va être ça qui va alimenter principalement les épiceries, puis qu'on va prioriser nos producteurs locaux au lieu d'aller ailleurs, ben c'est quelque chose qui doit être fait, je pense, dans le plan d'action du projet. Là. Oui, tout à fait. Ben, tu sais, sans rentrer dans toutes les actions qu'il y a des différents plans d'action, tu sais, il y a une emphase, là, comme je te disais, sur l'éducation, sur la communication, sur la sensibilisation aux enjeux. Ça fait partie de ça, un peu de sensibiliser les gens qui comprennent à quels enjeux, à quelles problématiques font face les producteurs. Puis il y a aussi tout un volet qui traite de la mise en marché de proximité. Là. Donc, valorisation des produits du terroir, mais aussi des marchés publics, des choses comme ça. C'est des choses qui sont dans les plans d'action puis qui ont été réfléchies justement pour donner un petit coup de pouce aux producteurs locaux. Dans leur présentoir, quand tu rentres dans une épicerie, ben tu sais, il n'y a pas de place où c'est, mettons, marqué produit local, puis que, surtout l'été, on s'entend que la production, ben ça se fait beaucoup plus l'été, puis que tu t'arrives, tu dis, hey, wow! Tu sais, il y en a tout le temps dans le milieu, il y a des fèves, il y a les fameuses gourganes, mais vraiment d'avoir une panoplie de choses qu'on sait très bien qu'il y a tellement des producteurs variés ici, ça serait intéressant que les épiceries mettent ça en place. Il y a déjà Zone Boréale qui fait beaucoup pour ça, d'ailleurs, là, une épicerie pourrait être ambassadeur de la zone boréale. Puis les produits qui viennent d'ici, qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sont identifiés comme zone boréale. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de... C'est rare de voir des présentoirs à l'entrée où tu as tous les produits locaux, parce qu'on en a vraiment beaucoup. On en a beaucoup, c'est fou. Là. On passe souvent, le bleuet, la gourgane, fève, carotte, le classique, mais je sais qu'ici, il y a beaucoup d'autres choses qui sont produites que souvent les gens ne pensent pas nécessairement. Ah oui, tout à fait. Cet été, on a fait, à Normandin, un concours de pizza locale. Hein? Donc, on a refait le four à pain au site de la Chute à l'Ours. Puis on a organisé un concours de pizza locale avec des jurys, avec des participants. Puis donc, le but, c'était vraiment de faire la pizza la plus locale possible. Et on se rend vite compte que les gens, d'abord, sont très créatifs. Ben oui, les gens ont besoin de ça. Hein. C'est un besoin de collectivité, ça. Oui, c'est ça, exact. Puis, on a de tout pour faire de la pizza. Là. C'est banal, mais il y a de la farine qui est produite à Normandin. Il y a Salaison Besson qui fait de la charcuterie. On a des producteurs maraîchers qui peuvent fournir des tomates, des poivrons, etc. Donc, on a tout. Puis, bon, le fromage, évidemment. On a du fromage en masse ici. Là, oui, hein? C'est pas un problème. Ah oui, puis le fromage aux épices de la Normandinoise est tellement bon. Effectivement. Effectivement. Donc, c'est ça, tu sais, je pense que les gens ne savent pas nécessairement à quel point il y a une richesse au niveau du terroir. Puis ce serait important qu'ils le comprennent. Dans le fond, c'est ça. Acheter local. Oui, c'est ça, exact. Quand que j'ai encore là pris connaissance de tout ce qui a été fait au niveau des plans d'action, ce qui a été beaucoup soulevé aussi, puis on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'éducation. L'information aussi qui est difficile. On sait que notre communauté veut donc donner l'information, mais des fois, elle est dédoublée. Ça se retrouve pas tout
à la même place. Mhm. Y a-t-il des informations que tu aimerais communiquer aux citoyens qui, justement, connaissent absolument rien sur le projet, mais qui pourraient les outiller à s'engager juste un petit peu plus ou même commencer à faire des actions? C'est sûr que sur les sites web des municipalités, il y a déjà les plans d'action puis les politiques alimentaires des 2 municipalités. Donc, déjà, ils peuvent voir un petit peu c'est quoi les actions qui vont être faites. Là. Il y a un échéancier, etc. Sinon, ils peuvent aussi s'impliquer de manière bénévole autant au Jardin de la Trappe à Dolbeau qu'au Grand Jardin à Normandin. Ils peuvent s'impliquer dans l'organisation d'événements comme la fête des semences ou la fête des récoltes. Je cherche des bénévoles. Ben oui, ouais, c'est ça. C'est un message pour les bénévoles. Voilà, contactez-moi si vous avez envie. Là. Mais c'est ça, ça peut être de passer par ça. Sinon, ça peut être de rentrer en contact aussi directement avec les organismes. Il y a plusieurs organismes en sécurité alimentaire à Dolbeau, à Normandin. Il y a une liste de tous ces organismes-là sur le site de la CDC, la Corporation de développement communautaire. Donc, la démarche là, de Maria Chapdelaine, on peut classer les organismes en fonction de ce qu'ils font. Donc, on peut rentrer sécurité alimentaire, puis on a tous les organismes Tous près les de chez nous. organismes sont présents. Donc, ça peut être une première étape. Puis ensuite de ça, nous, on travaille à essayer de rendre l'information la plus accessible possible. Ouais, c'est toujours ça la difficulté pour pas mal tous les sujets, là, de Ouais, c'est centraliser exactement, l'information. C'est ça la difficulté. Puis c'est quand même pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour parler du projet, puis vraiment plus l'expliquer de manière concrète, puis surtout informer les citoyens des petites actions qu'ils peuvent faire, mais que ça peut en dire beaucoup. Tantôt, on a dit qu'à Dolbeau, il y avait des jardins communautaires, mais il y en a à Normandin aussi, des jardins communautaires. Oui, tout à fait. À Girardville aussi, je pense même. À Girardville, il y a une forêt nourricière. Qui est différent. Oui, ce qui est différent un peu. C'est pas tout à fait... Tu peux pas te louer une parcelle dans une forêt nourricière, là, mais la forêt est disponible. Tout le monde peut récolter. Là. Donc, c'est vraiment ouvert au grand public. Là. OK, fait qu'à Normandin, c'est la forêt nourricière, puis il y a l'OBNL Agir qui administre cette forêt nourricière-là, si je ne me trompe pas. Oui, entre autres. Dans le fond, c'est dans la forêt nourricière que Normandin fait, c'est dans le cadre de son développement résidentiel là, autour des rues Hélène. Il y a l'implantation d'une forêt nourricière qui se fait là. Okay. Il y a aussi des jardins communautaires là, qui sont les grands jardins. Donc, les grands jardins, c'est un grand parc. Puis il y a une section avec des parcelles qu'on peut louer. Un peu le même principe là, finalement que les jardins de la Trappe. OK, merveilleux. Puis tu parles du projet de forêt nourricière à Normandin dans le développement résidentiel. Fait que c'est que la forêt fait partie du quartier résidentiel? Oui, dans le fond, au lieu de faire des aménagements horticoles classiques, on fait des aménagements comestibles. Oh. Donc, on reproduit un petit peu l'écosystème d'une forêt. Là, ça sonne ambitieux, là, mais on essaie de travailler sur différents étages. Donc, on a des arbres à grand déploiement, comme des arbres à noix, par exemple, ou des arbres fruitiers. On a des strates un petit peu plus basses avec des arbustes comme les bleuets, etc. Puis on a des strates plus herbacées avec différentes plantes là, aromatiques ou des fines herbes, des choses comme ça, qui sont plantées là, simultanément à l'intérieur du même espace pour qu'on ait à peu près la même variété que ce qu'on trouverait dans un milieu naturel, là, mais avec des plantes comestibles. Comestibles. Fait que c'est comme de recréer une forêt, mais comestible à 100%. Oui, c'est ça. OK, c'est cool, c'est vraiment intéressant. Puis c'est-tu un projet qui est déjà lancé? Est-ce que on peut déjà consommer? Alors, on peut pas commencer à consommer quelque chose là pour le moment. La première phase d'implantation a été faite cet automne. Donc, principalement des arbres fruitiers là, qui ont été plantés. Mais bon, puis évidemment, des arbres fruitiers, ça prend quand même quelques années avant de produire. Fait que l'année prochaine, on ne pourra pas cueillir de pommes. Mais oui, éventuellement, dans les prochaines années, il va y avoir une implantation de bleuets puis de petits fruits qui vont se faire. Donc, à partir de là, les gens vont pouvoir en consommer, en récolter allègrement. Ah, c'est merveilleux. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves qui serait pertinent d'aborder, outre le beau sujet qu'on vient d'englober, puis toutes les belles idées qu'on vient de donner aux citoyens? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter sur le projet? Mis à part le fait qu'une communauté nourricière, ça vise à augmenter l'autonomie alimentaire, puis la sécurité alimentaire, puis à transformer le système alimentaire de manière plus durable et plus locale.
Je crois que c'est pas mal un beau résumé. Ouais, c'est c'est ce que les gens devraient se souvenir. Ah, merveilleux. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté. Je pense que c'est un sujet intéressant et qu'il faut vraiment mettre au cœur de nos actions pour justement bien développer notre communauté de façon durable. On s'entend qu'on est dans l'ère de l'environnement, de prendre soin de notre planète. Puis ça, c'est un bel exemple. Fait que merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Ben, merci à toi, Ève. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode d'aujourd'hui. On voit que c'est très intéressant puis c'est au cœur de la communauté de justement se mobiliser pour faire une action qui peut quand même en donner gros au final pour la communauté nourricière. Vous pouvez retrouver l'épisode d'aujourd'hui et tous les épisodes à venir sur Balado Québec, iTunes Podcast, YouTube Podcast et Spotify. Je vous invite également à aller suivre la page Facebook de la SADC Maria-Chapdelaine et notre page de site web, l'onglet Balado Territoire en mouvement, pour rester à l'affût des prochaines sorties d'épisodes. Donc, Territoire en mouvement, c'est le lieu de discussion économique de notre milieu. On se revoit dans 2 semaines. À bientôt! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.